donc il ne pouvait pas être reproduit à l'échelle 1. La période des tests dure 10 ans et débouche sur une série de solutions complémentaires. La première mesure à entreprendre est de rétablir la libre circulation de l'eau autour du Mont-Saint-Michel en détruisant la digue Route qui est là depuis plus de 100 ans. Au XIXe siècle, on voulait développer le tourisme, on ne pouvait pas laisser les pèlerins comme ça, ne pas pouvoir traverser en toute sécurité. Mais en même temps, on n'a pas pensé aux effets à l'époque de ce que ça allait produire. Et c'est un siècle plus tard qu'on s'est dit, mais on ne peut pas laisser les choses dans l'état, sauf à détruire un équilibre naturel et un site qui est quand même un des grands sites remarquables. En plus de la destruction de la digue, il faut enlever le sable déjà accumulé autour du Mont-Saint-Michel. Le seul qui pourrait remplir le rôle de vidangeur est le modeste fleuve qui passe au sud du mont, le Couesnon. Mais la puissance de ces flots n'est pas assez importante. On imagine donc un système astucieux qui doit décupler ses forces. Un coup de pouce à la nature sous forme de barrage. Toute l'idée qui est géniale des hydrauliciens était d'utiliser l'énergie maritime pour permettre de rechasser les sédiments. Donc se servir au fond de cette qualité du lieu et de l'énergie que la mer apportait avec l'infini de la masse d'eau qui est derrière la marée, au fond. À la marée montante, les vannes du barrage s'ouvrent pour laisser passer l'eau de mer. Le canal de Couesnon sert donc d'immenses réservoirs d'eau. Ensuite, les vannes se ferment en laissant la marée repartir. À la marée basse, les vannes s'ouvrent progressivement pour larguer l'eau de mer stockée. L'ouverture des vannes contrôle la puissance de la vague créée. C'est elle qui emporte les éléments vers le large. L'opération se répète 2 fois par jour au rythme naturel des marées. Je vois toujours cet ouvrage d'art comme une sorte d'horloge astronomique qui donc se déclenche au moment où les marées arrivent, en fonction des marées, donc en fonction du mouvement des astres, de la Lune et du Soleil. Et toujours différemment, parce que les coefficients de marée ne sont pas les mêmes, et donc les vannes ne s'ouvrent pas toujours évidemment à la même heure, mais toujours avec la même amplitude. Comment construire un barrage sur un fleuve qui continue à s'écouler jour et nuit? Le chantier se fait en 2 étapes. On crée un enclos étanche sur une partie du fleuve et on commence à installer les piles de béton qui vont supporter toutes les pièces du barrage. On construit ensuite la moitié du barrage et on recommence de l'autre côté. Un travail d'une grande précision. Chaque pile a été coulée d'un seul tenant. On continue avec des camions toupies qui venaient de façon continue. C'était un moment absolument incroyable. Donc on crée le coffrage et on a coulé comme ça. Il ne fallait pas arrêter le coulage, sinon on avait un problème évidemment. Donc par tous les temps, il fallait assumer, je crois que c'était 10 heures de coulage. On continue, donc les compagnons restaient 15 heures sur le chantier, se terminaient la nuit. Ces éléments qui sont à l'intérieur des piles ont une tolérance de 2 mm de pause. Quand on coule du béton, la tolérance, c'est de l'ordre du centimètre, pas 2 mm. Là, on est dans une exigence absolument incroyable. Une fois coulées, les piles vont accueillir les nombreuses pièces qui viennent de tous les coins de l'Europe. C'est vraiment une œuvre collective, un chantier comme ça. C'est une aventure humaine qu'on partage avec des compétences extrêmement différentes et qui est d'une richesse absolue au niveau humain. Mais la baie de Saint-Michel réserve de nombreuses surprises à ceux qui s'y aventurent. Pas toujours agréables. Les vérins ont été fabriqués en Hollande, ont été livrés, on a mis en place les vérins et ça s'est mis à dysfonctionner. Il y a eu des rayures qui sont apparues, c'est bloqué complètement. Personne n'a compris pourquoi, ça s'est jamais passé. Et ça a mis un certain temps, des experts sont venus, et en fait, c'est le vent de sable de la baie, qui est un vent chargé d'un sable extrêmement fin, cette fameuse tangue qui englue le Mont-Saint-Michel, faisait que sur l'huile des vérins, le corps des vérins, la poussière de sable adhérait de façon presque invisible et rendait la chose abrasive et ne permettait plus de fonctionner. Il a fallu changer la qualité de l'huile pour trouver une huile qui soit compatible avec cette terre-là. Donc qui aurait pensé ça sur les plans? La deuxième partie de l'opération RCM consistait à détruire la route digue qui bloquait depuis 100 ans la circulation de l'eau autour du mont et à construire un nouvel ouvrage d'accès qui devait répondre à plusieurs critères. Le premier était de faire à nouveau circuler l'eau tout autour du mont.
Le deuxième était d'être capable de supporter de lourdes charges, comme des camions, des cars, tout en permettant aux piétons de marcher comme sur l'eau. Et le troisième aspect, peut-être le plus important, était de trouver un design, un dessin, en harmonie avec le paysage. Je crois que c'était là le plus grand défi. J'ai essayé de construire une passerelle toute simple au fil de l'eau, aussi légère et fine que possible. Au début, ça paraissait une idée folle. Au lieu d'avoir quelques grosses piles laissant passer les eaux, j'ai proposé de multiplier les piliers et de les rendre aussi fins que possible, ce qui permettait de laisser passer l'eau, mais aussi d'installer un tablier extrêmement fin. La partie la plus délicate de la passerelle qui survole la baie est posée sur de nombreux piliers. L'installation de chaque pilier est toute une affaire. D'abord, une machine spéciale creuse un trou de 30 mètres de profondeur dans la tangue pour trouver la roche. Ensuite, on y installe une armature, puis on coule le béton. Enfin, un pilier en acier vient se poser dans cette colonne en béton. Un des supports de la passerelle est prêt. Il y en aura 134. L'idée semble assez modeste, mais en fait, elle est hautement technique. Il y a d'abord toute une logistique attachée au projet. En plus, c'est un lieu très touristique. Alors, il y avait toujours du monde, des curieux. Et ensuite la mer. Chaque opération posait un problème. On construisait une voie d'accès, mais il devait aussi résister aux marées. La construction de la passerelle a duré 3 ans et a mobilisé plusieurs équipes. Le temps était enfin venu pour détruire la digue en détachant le Mont Saint-Michel du continent. Après 10 ans, les travaux sont officiellement terminés en octobre 2015. La passerelle et le barrage sont aujourd'hui parfaitement intégrés dans le paysage montois. Leur efficacité semble à la hauteur des espoirs. 40 hectares de sédiments ont déjà été emportés vers le large. On espère que les mesures entreprises permettront d'abaisser le fond marin autour du Mont Saint-Michel de 70 cm d'ici 2045. Aujourd'hui, la baie accueille les grandes marées 20 fois par an. Pour la première fois depuis plus d'un siècle, le Mont Saint-Michel a retrouvé toute sa puissance naturelle au milieu des éléments. Le Mont Saint-Michel attire des peuples en foule depuis des centaines d'années. Pourquoi? Je pense qu'il est quelque part le symbole rassurant peut-être d'une stabilité dans l'instabilité du monde actuel. Depuis 13 siècles, le Mont Saint-Michel garde un équilibre fragile entre la terre et la mer. Sa structure complexe a su résister, s'adapter, évoluer. Modeste église normande à ses débuts, le rocher s'est transformé en une importante abbaye, s'est doté d'une enceinte imprenable pour devenir un des sites touristiques les plus prisés au monde. Quel sera son avenir? Quel nouveau défi faudra-t-il relever pour préserver ce site exceptionnel? Quel sera l'environnement du mont à l'époque des grandes transformations climatiques? Une chose est sûre, l'histoire du Mont Saint-Michel n'a pas fini de s'écrire.